Merci d'être venu, ça me fait très plaisir. Dans le cadre de l'association, donc sous les couvertures, cette année, ils ont décidé de développer la thématique les bruits du monde. Et en ce qui me concerne, c'est du décibel en littérature. Tout ça m'a amené à chercher dans le dictionnaire, dans un premier temps, la définition du mot bruit. Donc, première entrée. Ensemble de sons perçus comme étant sans harmonie par opposition à la musique. Eh bien, moi, je dis non. J'ai été voir Alain Ray, un de ceux qui réactualisent le dictionnaire. Oui, je sais, le monsieur nous a quittés il y a 5 ans, mais les écrits restent. C'est même le prof de la littérature. Et je lui ai dit, rentrez, 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 vous arrivez au bon moment, Gérold. Je vous vois parce que vous êtes accompagné. Je lui parle aussi longtemps. Non, mais ça, c'est normal. Donc, je continue avant d'avoir été interrompu par mon ami Gérold. Donc, je lui ai dit à Alain Ray, et Jimi Hendrix, c'était du bruit. Et les qui, deuxième alinéa. Mélange complexe de sons produisant une sensation auditive comme gênante ou dangereuse. Effectivement, là, on se rapproche sérieusement. Tant il est vrai que les bruits de bottes, thématique qui a été traitée hier, je pense, sont pour l'ensemble de notre assemblée un son plutôt mémoriel. On a eu la chance d'être tranquille depuis la Deuxième Guerre mondiale. En passant par le bruit et la fureur de Faulkner, je ne pouvais pas l'éviter, suivi des bruits qui courent, des paroles prononcées à bas bruit, des craquements d'un feu de bois opposés à la tondeuse à gazon, au marteau-piqueur. Tous ces bruits furent qualifiés au travers des temps de tohu-bohu, charivari, mot absolument oublié, boucan, fracas, tapage, crissement, etc., jusqu'au son des cloches qui dérangent maintenant les citadins qui viennent de la campagne et qui même sont embêtés par le chant du coq. Bref, il y a également les bruits du dedans suite aux émotions intenses. Pour commencer, je vais vous proposer l'extrait d'un ouvrage paru en 2022 qui traite d'un sujet intemporel, hélas, et qu'on connaît tous depuis la nuit des temps, la guerre. Comment vous dire? Je vous préviens, c'est du lourd. J'ai bien dû rester là encore une partie de la nuit suivante. Toute l'oreille à gauche était collée par terre avec du sang, la bouche aussi. Entre les deux, il y avait un bruit immense. J'ai dormi dans ce bruit et puis il a plu, de pluie bien serrée. Kersuzon à côté était tout lourd, tendu sous l'eau. J'ai remué un bras sur son corps, j'ai touché l'autre, je ne pouvais plus. Je ne savais pas où il était l'autre bras. Il était monté en l'air très haut, il tourbillonnait dans l'espace, puis il redescendait me tirer sur l'épaule, dans le creux de la viande. Ça me faisait gueuler un bon coup à chaque fois, et puis c'était pire. Après, j'arrivais à faire moins de bruit, avec mon cri toujours, que l'horreur du boucan qui défonçait la tête, l'intérieur comme un train. Ça servait à rien de se révolter. C'est la première fois dans cette mélasse pleine d'obus qui passait en sifflant que j'ai dormi, dans tout le bruit qu'on a voulu, sans tout à fait perdre conscience, c'est-à-dire dans l'horreur en somme. Sauf pendant les heures où on m'a opéré, j'ai plus jamais perdu tout à fait conscience. J'ai toujours dormi ainsi dans le bruit atroce depuis décembre 14. J'ai attrapé la guerre dans ma tête. Elle est enfermée dans ma tête. Bien. Je disais donc au milieu de la nuit, je me suis retourné sur mon ventre, ça allait. J'ai appris à faire la différence entre les bruits du dehors et les bruits qui ne me quitteraient plus jamais. Question de souffrir, je dégustais aussi en plat à l'épaule et aux genoux. Tout de même, je me suis remis debout. J'avais faim tout de même au fond de tout. J'ai tourné un peu sur moi-même, dans l'espèce de clos où on avait trouvé notre faim avec le drolière et le convoi. Ou qui pouvait être lui à ce moment-là. Et les autres, des heures entières. Et presque un jour avait passé depuis qu'on était venu les écrabouiller. C'était plus que de petits monticules sur la pente, puis dans le verger, où fumaient, grésillaient, brûlochaient, comme ci comme ça nos voitures. Le grand fourgon Forge, il n'est pas fini de se faire salement carboniser. La fourragère, pour ainsi dire, il n'y en avait plus. J'ai pas reconnu l'adjudant dans le milieu. J'ai reconnu plus loin des chevaux avec quelque chose derrière lui, un bruit de timon dans la cendre,
plaqués le long du mur de la ferme qui finissait juste de s'écrouler par lambeaux. Ils avaient dû revenir se précipiter au galop dans les décombres, dans le plein du bombardement, poussés au cul en plein dans la mitraille, c'est le cas de le dire. Il avait bien travaillé, le drôlière. Je suis resté accroupi encore sur le même endroit, c'était de la boue d'obus bien triturée. Il en était venu au moins 200 des obus au moment, des morts par-ci, par-là. Le mec au musette, il s'était crevé comme une grenade, lui. C'était le cas de le dire, du coup, jusqu'au milieu du pantalon. Dans son bide, il y avait même d'or. Ça sentait la viande avancée, le brûlé. Mais surtout, le tas du milieu, il y avait 10 chevaux, éventrés les uns dans les autres. C'est là qu'il avait fini le galop, fixé d'un coup, par une marmite ou trois, à 2 mètres. Le souvenir de la sacoche du pognon qu'avait sur lui le drôlière m'est revenu soudain dans l'esprit, dans le profond de ma marmelade. Je ne savais pas quoi penser, moi, toujours. J'étais pas dans l'état de réfléchir trop fort. Tout de même, en dépit de l'horreur où je me trouvais, ça me tracassait salement, en plus du bruit de tempête que je promenais. Il avait plus l'air de rester que moi, en fin de compte, dans cette saloperie d'aventure. Le canon, de loin, j'étais pas très sûr de l'entendre non plus. Ça se confondait. Dans l'alentour, j'ai vu des petits groupes à cheval à pied qui s'éloignaient. J'aurais bien aimé que ça aurait été les Allemands, mais ils n'approchaient pas. Ils avaient autre chose à branler, sans doute, dans d'autres directions. Ils devaient avoir des ordres. Ici, le terrain devait être épuisé, en fait, de bataille. C'était à moi tout seul, en somme, de le retrouver le régiment, ou qui pouvait être celui-là. De penser, même un bout, fallait que je m'y reprenne à plusieurs fois. Comme quand on se parle sur le quai d'une gare quand un train passe. Un bout de pensée très fort à la fois, l'un après l'autre. C'est un exercice qui vous fatigue, je vous assure. À présent, je suis entraîné. 20 ans, on apprend. J'ai l'âme plus dure, comme un biceps. Je ne crois plus aux facilités. J'ai appris à faire de la musique, du sommeil, du pardon, et vous le voyez, de la belle littérature aussi, avec des petits morceaux d'horreur arrachés au bruit qui n'en finira jamais. Passons. Vous avez tous reconnu l'auteur. Ça s'est paru en 2022, il fallait certainement corriger certaines épreuves. Pour l'auteur qui va suivre, vous dire que c'est un peu un totem ici dans l'association et dans la librairie également, du presse-papier à Argenteuil, avenue Gabriel Péry, 95 100, n'est-ce pas, 01 39 61 93 95. Non, je ne vais pas vous donner le mail, c'est pas du tout le propre de l'écrit. Eri De Luca, donc, qu'on ne présente plus, napolitain, avant d'être italien, n'est-ce pas, et qui dit de lui-même qu'il n'est pas quelqu'un de sérieux, mais qu'il est tragique, un genre de sous-comique, en somme. Là, vous avez, dans le cadre donc du décibel, si je puis dire, le titre d'une nouvelle qui s'appelle « Annonce jamais envoyée » et qui est le récit d'une manif, je pense, dans les années 70, du côté de Lotta Continua, auquel ce monsieur a participé. Je vous en dirai plus à la fin de la nouvelle. Je cherche la fille qui, le soir est entrée dans le magasin de fruits et légumes de la rue. Elle avait les yeux gonflés, un pantalon troué aux genoux. Ainsi commencent les lignes d'une annonce jamais envoyée qui a fini dans les désirs inassouvis et pour cela intacts. Ses cheveux étaient longs, couleur de châtaigne quand elles sont mûres et qu'on monte sur la colline secouer les branches. Elle était secouée comme il fallait pour ce temps-là. Ses cheveux dénoués s'accrochent et il lui manquait une mèche arrachée. Elle me dit qu'elle voulait les couper le lendemain. Sa voix était basse, enrouée. Autre détail, une blessure à la lèvre supérieure, une trace de rouge en un seul point. Pas de phare, on n'en mettait pas. De ses yeux, je ne sais quoi dire, c'était noir, il y avait de la fumée. Je cherche cette fille-là, jamais revue. Aujourd'hui, elle n'est plus de cet âge-là, c'est du reste un temps court et alors il durait encore moins. Par exemple, j'ai été jeune pendant quelques semaines, 2 fois l'été. Dans l'entretemps, nous étions des adultes involontaires. Je cherche la fille qui entra en courant dans le magasin de fruits et légumes au cas où elle se souviendrait de la tiède soirée d'une guerre locale dans un seul quartier, une soirée de guerre un peu mondiale aussi, parce qu'elle voulait déranger la séance de la grande alliance guerrière de l'Atlantique Nord. La Meglio Zoventu, disait une chanson d'Alpin apprise de mon père.
La fleur de la jeunesse de la ville de Rome se donnait rendez-vous endurcie et effrontée autour de la basilique Saint-Paul contre la réunion des chefs de l'OTAN dans le quartier de l'Eumer. Les partis de la gauche assises, au Parlement et dehors, dictaient des formules de conjuration. C'est une manifestation provocatrice, la nôtre, pas celle de l'OTAN, l'œuvre de groupuscules extrémistes. Ils prescrivaient à leurs adhérents la vigilance dans les sections, c'est-à-dire se calfeutrer à l'intérieur. Cette jeunesse-là n'était pas gentille, elle n'obéissait à personne, elle était envahissante, sans représentant même dans la loge de concierge des institutions. Nous venions juste de nous rassembler, un beau tas de quelques milliers autour de la basilique. La manifestation n'était pas autorisée, et alors? Nous ne voulions pas ouvrir une exploitation commerciale pour avoir besoin de leur licence. Il s'agissait de manifester, c'est un point, c'est tout, c'est un droit intraitable. Alors c'était plutôt une aimable concession très révocable. La démocratie dominante était celle du parti unique. Ça devrait nous faire réfléchir, ça a été fait dans 70. Un gouvernement sans relâche déjà depuis un quart de siècle. Ainsi donc, après les premiers affrontements et les premières arrestations, la plupart d'entre nous montèrent vers le quartier voisin de Garbatella. En ordre dispersé et hors d'haleine, nous bloquâmes la rue avec tout ce qui nous trouvait sous la main. Panneaux de signalisation, bidons, gravats d'un chantier voisin. C'était de brusques mouvements masculins, pourtant, quelques filles restaient. Et si elles n'avaient pas la force de lancer des pierres, en échange, elles les ramassaient et les mettaient dans la main. Tu n'as jamais eu dans la main une pierre donnée par une fille? Ce sont les meilleurs. Tu y mets dedans une telle force en les lançant que tu te prends pour une catapulte. Et tu lui en demandes encore une autre à sentir pour avoir le toucher du passage de la main. Et pendant que tu penses à ça, la charge avance. Et tu restes un peu en arrière par rapport à ceux qui se sont tirés plus haut. Tu restes en arrière parce que cette sacrée fille ne s'enfuit pas. Elle t'attend. Et tu ne veux pas t'enfuir avant elle, et alors les autres approchent. Et tu pourrais encore filer, car ils sont essoufflés par leur course en montée, et aussi par la trouille de tomber sous une météorite volante. Mais rien. La fille ne se déplace pas, et toi tu es en train de tirer sans rater un coup, tant ils sont prêts, et bientôt il y aura une mêlée. Et toi, il fallait-il pas que tu te trouves à côté d'une Jeanne d'Arc. Et maintenant, ils sont arrivés à la distance où on peut se regarder en face. Et alors, ils s'arrêtent, ils font demi-tour. L'assaut est fini, ils ont eu ordre de se retirer. Ce qui se passe, et tu t'en es pas aperçu, c'est que les gens sont en train de lancer leur maison par les fenêtres. Toutes leurs vieilles affaires. On se croirait le jour de l'an, des pots de fleurs, des pots de chambre, de la ferraille, des chaises cassées, des briques, des carreaux, des boîtes, des bouteilles, des seaux d'eau. Le quartier s'est mis à la fenêtre, à bombarder la charge, la réexpédier en bas. Les gens descendent de chez eux. Ceux des nôtres qui avaient pris position plus en arrière reviennent vers la barricade. De grandes couvertures à brûler surgissent. Un vieil homme en pousse une enflammée dans la descente par où se sont enfuis les troupes de l'ordre public. Et moi, il me semble que l'ordre public est celui de l'insurrection inattendue de gens qui ne nous connaissent pas, qui ne savent pas pourquoi nous l'apportons la guerre chez eux, mais qui décident au vol et à la majorité que nous avons raison et que les troupes ont tort. Ces gens-là font leur ordre public en se mettant avec la fleur de la jeunesse et en faisant son bonheur. Car le bonheur, pour nous, a été un quartier insurgé à l'improviste, à nos côtés et tout autour. Nous appelions ces choses-là du communisme, mais nous cherchions à deviner, c'était surtout un bonheur âpre et enfumé. Cherche la fille du magasin de fruits et légumes, pas celle de la barricade, tête contre tête, pierre contre pierre. Non, celle-là je la connais. Elle a toujours été dans la rue. Elle a remonté les degrés de l'affrontement jusqu'à la plus violente forme de la critique. Ces affrontements étaient la critique, des actes d'une raison dotée d'une force de démolition, car elle est bonne à ça, la raison. Et ceux qui ne faisaient pas comme ça, mais c'était des gens qui niaient l'évidence, ils s'excluaient du champ, ils choisissaient l'État, qui n'est en aucun cas une indication de mouvement. Au terme de ce jour et de cette nuit de la critique, nous devions compter 50 d'entre nous emprisonnés, un hôpital de blessés, mais pas un dans une salle commune. Chacun était dans une chambre des habitations du quartier. La critique était coûteuse. Je cherche la fille saisie au vol à la sortie du magasin de fruits et légumes. Les troupes revenaient à la charge à partir d'autres points d'encerclement. Ils parvenaient à entrer, capturer, emmener en courant, mais ils ne pouvaient pas se planter au milieu du quartier. Les magasins restaient ouverts et ils refermaient aussitôt si l'un d'entre nous était poursuivi et s'y réfugiait. Alors le patron baissait brusquement le rideau de fer et dehors les troupes donnaient des coups de pied, nous lançaient une grenade, mais ils devaient vite se retirer des balcons. Ça grêlait dur.
T'as jamais vu des commerçants se comporter ainsi avec la clientèle, hein? C'était un effet de cet étrange bonheur. Si par erreur l'un d'eux fermait son rideau devant un garçon en fuite, le laissant se faire tabasser dehors, le jour suivant et ceux d'après pouvaient rester chez lui. Personne n'entrait dans sa boutique le lendemain. Je cherche la fille qui se sauva dans le magasin de fruits et légumes, les yeux gonflés de gaz lacrymogène, son pantalon troué. Le patron n'eut pas eu le temps de fermer. Les agents relevèrent le rideau de fer déjà à moitié baissé, excédés de courir sous la grêle des balcons, enfin à l'abri pour une capture facile, bonne pour se dégourdir ainsi les membres supérieurs. Ils s'en prirent à la marchandise, à la chicorée, aux tomates, aux jambes du commerçant qui avait fini la tête en bas, pommes, courgettes, bras de la fille qui se protégeait sous les paniers renversés. Ils l'attrapèrent par les cheveux, la traînant dehors, abrutis de coups et de peur. Ils avaient soufflé trop longtemps dans le magasin, le reste de la troupe s'était retiré. Ils sortirent en courant et tombèrent sur un groupe des nôtres. La fille passa devant moi. Je la pris par un bras. Ainsi, pendant 2 secondes, 3 tout au plus, nous formâmes un beau trio primitif. 2 mâles qui se battaient pour la possession de la femelle en la tirant des 2 côtés opposés. Puis l'autre céda, touché par un coup de pied de la fille, brusquement ranimé par la bagarre en son honneur et décidé à faire valoir son droit de choix entre ses prétendants. Là, et de Luca, il nous fait de la chevalerie un peu. Hein. L'agent s'enfuit en serrant dans son gant un bout de scalp. Je jure que je me les rase à zéro, je jure que je ne le ferai plus prendre comme ça. Je cherche la fille qui disait ça sous une porte cochère où nous avons passé 1 heure à reprendre notre souffle, à dégonfler nos yeux avec du citron, à compter les bleus qu'elle avait, à retirer les légumes de ses vêtements et de ses cheveux. Je la quittais alors qu'elle était calme, elle avait sommeil et voulait rentrer chez elle, avertir quelqu'un. Moi non. Le soulagement du solitaire dans ses échauffourées, c'était de ne pas avoir d'arrière-ligne à prévenir. Le reste des nôtres resta toute la nuit dans la rue avec le peuple pour raconter, se compter, boire du café, des petits verres de cordial, mâcher du pain tout frais, échanger des poignées de main. Le commerçant avait remis en ordre son magasin et la marchandise épargnée, aidé par plein de gens. Il avait gagné une bonne part d'estime. Aujourd'hui, on dit de marché. Même si aucun expert en la matière n'aurait pu lui donner le bon conseil qu'il fût se donner tout seul au milieu de la petite guerre qui lui était tombée dessus. Je l'ai plus vu pendant les jours, les semaines, les assemblées et les manifestations qui suivirent. À distance de la maigre assurance de plus d'une demi-vie plus tard, je rédige de mémoire une annonce jamais envoyée. Je cherche la fille, je la cherche pas. Et je ne l'ai même pas écrite. Mais pendant les jours, les semaines, les assemblées, les manifestations qui suivirent, j'ai regardé s'il y avait celle qui m'avait juré sous une porte cochère d'aller chez le coiffeur tout en enlevant la salade de ses souliers. Merci pour votre écoute. Nous allons rentrer dans un peu plus léger, parce qu'il faut également avoir des bruits pour avoir des contrastes. Donc l'ami Gilles nous a fait l'honneur de faire une adaptation d'un poème de Prévert. Donc le niveau de Gilles en poésie, c'est la 4e, quoi. Prévert, on est d'accord. Donc vous couperez si ça m'ennuie. Qu'est-ce que je veux dire, je ne peux pas m'empêcher. Mais avec le bruit de l'œuf sur le comptoir, Gilles a décidé d'en faire une adaptation très sympathique qui s'appelle « Du bruit dans le Mikado ». J'en profite pour faire une liaison. Ce dernier livre du monsieur, ça n'est pas le dernier, ce dernier s'appelle « Les règles du Mikado ». C'est un enchaînement comme à la télévision. Alors Gilles, il est doux. Il est doux le petit bruit du Mikado lâché sur la table. Il est doux ce bruit. Quand il remue dans la mémoire de l'homme qui va jouer, il est doux aussi le regard de l'enfant assis en face de l'homme, la tête de l'enfant qui a faim de jouer quand les Mikados se posent en équilibre, comme on pose des brindilles sur un feu. C'est pas sa tête pourtant qu'il regarde, il s'en fout de sa tête l'homme. Il n'y pense pas, il songe, il s'imagine soulever les baguettes sans bouger, sans bouger, sans bouger. Bouger. Et j'ai tout fait l'honneur d'être là. Eh bien, après Prévert, moi je vous propose Henri Michaud. C'est un poète belge, surréaliste, inventeur de mots, drogué volontairement à la mescaline pour faire des expériences avec un docteur pour savoir un peu les sensations, etc., etc. Ce ne serait pas le premier poète à se calmer, à picoler, ils le font quasiment tous. Bien. Henri Michaud, donc est belge, donc forcément surréaliste,
Et il a écrit, comment vous dire, un petit poème en prose qui s'appelle « L'auto de l'avenue de l'Opéra », qui me dispensera de vous décrire ce que c'est qu'un boulevard à Paris. Vous allez voir un petit peu la teneur. C'est une erreur de croire, si vous habitez avenue de l'Opéra, qu'il y passe quantité d'auto. Erreur que vous ne commettez du reste pas. C'est toujours la même auto qui passe. La même qui débraye, qui accélère, qui klaxonne, qui passe en seconde, qui stoppe net, qui débouche de la rue d'Antin, qui revient par la rue Ventadour. C'est à cause d'elle que nous tous en ville, nous sombrons dans la neurasthénie. Elle est incertaine, pas encore passée, elle est déjà revenue, elle freine dans une rue latérale, elle repart ici à toute vitesse, elle est déjà la suivante, qui cherche la même dédale, jamais satisfaite, toujours précipitée, impérieuse et monotone. Cette vieille fille nous manquait toujours. Louis XIV aimait, là où il venait, faire savoir avec éclat qu'il y était. Mais jamais il n'eut vent d'un pareil engin à faire du bruit. La recette manquait. De son temps, le plus snob, et Dieu sait s'il y en avait, n'aurait pu lui proposer une auto. C'est ce que j'appelle de la poésie surréaliste belge pour nous parler d'une bagnole qui passe tout le temps, donc du bruit infernal du boulevard de Belleville, là où j'habite, et où à 4 voix, on entend ça toute la journée de 7h du matin. Voici maintenant, toujours du même poète, une pensée hurlante. Ça s'appelle « Contre ». Je vous construirai une ville avec des loques, moi. Je vous construirai sans plan, sans ciment, un édifice que vous ne détruirez pas, et qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra et gonflera, qui viendra vous braire au nez et au nez gelé de tous vos Parthénons et de vos Ming, avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard, avec du saut de peau de tambour. Je vous assoirai des forteresses écrasantes et superbes, des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses, contre lesquelles votre ordre multimillénaire et votre géométrie tomberont en fadaise et galimatia et poussière de sable sans raison pour en meurtre. Glace sur vous, néant sur les vivants. Oui, je crois en Dieu, certes, il n'en sait rien. Foyer du même du tendre, au monde étranglé, ventre froid, même pas symbole, néant, je contre. Je compte, et je te garde de chien crevé, en tonnes. Vous m'entendez? En tonnes. Je vous arracherai ce que vous m'avez refusé en grammes. Le venin du serpent est son fidèle compagnon. Fidèle, il l'estime à sa juste valeur. Frère, mes frères damnés, suivez-moi avec confiance. Les dents du loup ne lâchent pas le loup. C'est la chair du mouton qui lâche. Dans le soir, nous verrons clair, mes frères. Dans le labyrinthe, nous trouverons la voie droite. Carcasse, où est ta place ici? Gêneuse, pisseuse, peau cassée, poulie gémissante, comme tu vas sentir les cordages tendus des 4 mondes. Comment je vais t'écarteler? Pensez le Henri Michel. Est-ce qu'il y en avait parmi vous qui auraient pu s'imaginer qu'un écrivain né en 1840 et qui nous a quittés en 1897, Alphonse Daudet, aurait eu une idée d'écologie avec un texte qui s'appelle Woodstown, comme quoi c'est quelque chose qui préoccupe les gens depuis plutôt longtemps. Tout va bien, vous respirez? Woodstown, la ville de bois. L'emplacement était super pour bâtir une ville. Il n'y avait qu'à déblayer les bords du fleuve, en abattant une partie de la forêt, de l'immense forêt vierge enracinée là depuis la naissance du monde. Alors, abritée tout autour par des collines boisées, la ville descendrait jusqu'au quai d'un port magnifique, établi dans l'embouchure de la rivière Rouge, à 4000 seulement de la mer. Dès que le gouvernement de Washington eut accordé la concession, charpentiers et bûcherons se mirent à l'œuvre. Mais vous n'avez jamais vu une forêt pareille. Cramponnée au sol de toutes ses lianes, de toutes ses racines, quand on la battait par un bout, elle repoussait d'un autre et se rajeunissait de ses blessures. Et chaque coup de hache faisait sortir des bourgeons verts. Les rues, les places de la ville à peine tracées étaient envahies par la végétation. Les murailles grandissaient moins vite que les arbres et sitôt élevés croulaient sous l'effort de racines toujours vivantes. Pour venir à bout de cette résistance où s'émoussaient le fer des cognets et des haches, on fut obligé de recourir au feu. Jour et nuit, une fumée étouffante emplit l'épaisseur des fourrés, pendant que les grands arbres au-dessus flambaient comme des cierges. La forêt essaya de lutter encore, retardant l'incendie avec des flots de sève et la fraîcheur sans air de ses feuillages pressés. Enfin, l'hiver arriva.
La neige s'abattit comme une seconde mort sur les grands terrains pleins de troncs noircis, de racines consumées. Désormais on pouvait bâtir. Bientôt une ville immense, tout en bois, comme Chicago, s'étendit aux bords de la rivière Rouge, avec ses larges rues alignées, numérotées, rayons pour toutes les classes, la bourse, les halles, l'église, les écoles, tout un attirail maritime de hangars, de douanes, de docks, d'entrepôts, de chantiers de construction pour les navires. La ville de bois, Woodstown, comme on l'appela, fut vite peuplée par les essuyeurs de plâtre des villes neuves. Une activité fiévreuse circula dans tous ces quartiers. Mais sur les collines environnantes, dominant les rues pleines de foule et le port encombré de vaisseaux, une masse sombre veillait et s'étalait en demi-cercle. C'était la forêt qui regardait. Elle regardait cette ville insolente qui avait pris sa place au bord du fleuve et ses 3000 d'arbres gigantesques. Tout Woodstown était fait avec sa vie à elle. Les homas qui se balançaient dans le port, ses toits innombrables abaissés, jusqu'à la dernière cabane du faubourg, elle avait tout fourni. Même les instruments de travail, même les meubles, mesurant seulement ses services à la longueur de ses branches. Aussi, quelle rancune elle gardait contre cette ville de pillards. Tant que l'hiver dura, on s'aperçut de rien. Les gens de Woodstown entendaient parfois un craquement sourd dans leur toiture, dans leurs meubles. De temps en temps, une muraille se fondait, un comptoir de magasin éclatait. Mais le bois neuf est sujet à ces accidents, et personne n'y attachait d'importance. Cependant, aux approches du printemps, un printemps subit violent, si riche de sève, qu'on en sentait sous terre comme un bruissement de source, le sol commença à s'agiter, soulevé par des forces invisibles et actives. Dans chaque maison, les meubles, les parois des murs se gonflèrent, on vit sur les passages de longues boursouflures comme au passage d'une taupe. Oh, c'est l'humidité, disaient les habitants, avec la chaleur ça passera. Tout à coup, au lendemain d'un grand orage, venu de la mer, qui apportait l'été dans ses éclairs brûlants et sa pluie tiède, la ville se réveillant avec un cri de stupeur. Les toits rouges des monuments publics, les clochers des églises, le plancher des maisons jusqu'au bois des lits, tout était saupoudré d'une teinte verte, mince comme une moisissure, légère comme une dentelle. De près, c'était une quantité de bourgeons microscopiques où l'enroulement des feuilles se voyait déjà. Le jour suivant, tous les appartements avaient l'air de serre. Des lianes suivaient les rampes d'escalier. Dans les rues étroites, des branches se joignaient d'un toit à l'autre, mettant au-dessus de la ville bruyante l'ombre des avenues forestières. Ça devenait inquiétant. Pendant que les savants réunis délibéraient sur ce cas de végétation extraordinaire, la foule se pressait dehors pour voir les différents aspects du miracle. Les cris de surprise, la rumeur étonnée de tout ce peuple inactif donnaient de la solennité à cet étrange événement. Soudain, quelqu'un cria « Regardez la forêt !» Et l'on s'aperçut avec terreur que depuis 2 jours, le demi-cercle verdoyant s'était rapproché. La forêt avait l'air de descendre sur la ville. Toute une avant-garde de ronces, de lianes s'allongeait jusqu'aux premières maisons des faubourgs. Alors Woodstown commença à avoir peur. Évidemment, la forêt venait reconquérir sa place au bord du fleuve, et ses arbres abattus, dispersés, transformés, se déprisonnaient pour aller au-devant d'elle. Comment résister à l'invasion? Avec le feu, on risquait d'embraser la ville entière. Et que pouvaient les haches contre cette sève sans cesse renaissante, ces racines monstrueuses? Pourtant, tout le monde se mit bravement à l'œuvre avec des faux, des herses, des cognets, et l'on fit un immense abattement. D'heure en heure, la confusion des forêts vierges, où l'entracement des lianes jouait entre elles, des pousses gigantesques envahissaient les rues. Déjà les insectes, les reptiles faisaient irruption, il y avait des nids dans tous les coins. Une nuée grenier de la ville fut épuisée par toutes les couvées écloses, et puis une ironie au milieu de ce désastre. Des papillons de toute grandeur, de toutes couleurs, volaient sur les grappes fleuries et les abeilles prévoyantes qui cherchent les abrissures au creux de ces arbres si vite poussés installaient leurs rayons de miel comme une preuve de durée. Vaguement, dans la houle-foule des feuillages, nous entendions des coups sourds, des cognets, des haches. Mais le 4e jour, tout travail fut reconnu impossible. L'herbe montait trop épaisse, des lianes grimpantes s'accrochaient aux bras des bûcherons, les maisons étaient devenues inhabitables, les meubles chargés de feuilles avaient perdu leur forme, les plafonds s'effondraient, c'était fini, il fallait fuir. À travers le réseau de plantes et de branches qui se resserraient de plus en plus, les gens de Woodstown épouvantés se précipitèrent vers le fleuve, emportant le plus qu'ils pouvaient de richesses d'objets précieux. Mais que de peine pour gagner le bord de l'eau! Il n'y avait plus de quais, que des roseaux gigantesques. Les chantiers maritimes où s'abritaient les bois de construction avaient fait place à des forêts de sapins, et dans le port tout en fleurs, les navires neufs semblaient des îlots de verdure. Heureusement qu'il se trouvait là quelques frégates blindées sur lesquelles la foule se réfugia et d'où elle put voir la forêt joindre victorieusement la forêt nouvelle. Peu à peu, les arbres confondirent leurs cimes et sous le ciel bleu plein de soleil, l'énorme masse de feuillage s'étendit au bord du fleuve à l'horizon lointain. Plus trace de ville, ni de toit, ni de mur. De temps en temps, un bruit sourd d'écroulement, dernier écho de la ruine,
où le coup de hache d'un bûcheron enragé retentissait sous la profondeur du feuillage. Puis plus rien que le silence vibrant, bruissant, bourdonnant. Des nuées de papillons blancs, tournoyant sur la rivière déserte et là-bas vers la haute mer, un navire qui s'enfuyait, 3 grands arbres verts dressés au milieu de ses voiles, emportant les derniers émigrés de Woodstock. Voilà Alphonse Daudet qui nous fait donc une approche un peu fantastico-écolo, revanche de la nature sur le monde industriel qu'on essaie donc de dominer. Bien, je voudrais terminer avec des dames, des femmes de lettres. J'aime pas dire écrivaine, j'aime pas dire autrice, j'aime pas dire auteur. Femme de lettres, je trouve ça très noble. Et la noblesse, ça compte pour le cœur, pour l'écriture, pour l'âme, pour tout. Marguerite Duras a écrit des très jolies choses, des choses douloureuses, mais des choses également très prenantes. Et vous allez voir que dans l'extrait que je vais vous lire, on retrouve 2 thématiques que je voulais développer au cours de cette lecture. Je revois encore le visage et je me souviens du nom. Je vois encore les murs blanchis, le store de toile qui donne sur la fournaise, l'autre porte en arcade qui mène à l'autre chambre et à un jardin à ciel ouvert. Les plantes sont mortes de chaleur, entourées des balustrades bleues comme la grande villa de Sadek étagée de terrasses qui donne sur le Mékong. C'est un lieu de détresse, naufragé. Il me demande de lui dire à quoi je pense. Je lui dis que je pense à ma mère, qu'elle me tuera si elle apprend la vérité. Je vois qu'il fait un effort et puis il le dit. Il dit qu'il comprend ce que veut dire ma mère. Il dit ce déshonneur. Il dit qu'il ne pourrait pas leur supporter l'idée dans le cas du mariage. Je le regarde, il me regarde à son tour. Il s'excuse avec fierté, il dit « Je suis un Chinois ». On sourit. Je lui demande si c'est habituel d'être triste comme nous le sommes. Il dit « C'est parce qu'on fait l'amour pendant le jour, au moment de la culminance de la chaleur. » Il dit que c'est toujours terrible après. Il sourit. Il dit que l'on s'aime ou que l'on ne s'aime pas, c'est toujours terrible. Il dit que cela passera avec la nuit, aussitôt qu'elle arrivera. Je lui dis que c'est pas seulement parce que c'était pendant le jour qu'il se trouve, que je suis dans une tristesse que j'attendais, qui ne vient que de moi, que toujours j'ai été triste, que je vois cette tristesse aussi sur les photos, je suis toute petite. Aujourd'hui, cette tristesse, tout en la reconnaissant comme celle que j'ai toujours eue, je pourrais presque lui donner mon nom tellement elle me ressemble. Aujourd'hui, je lui dis que c'est un bien-être, cette tristesse, celui d'être enfin tombé dans un malheur que ma mère m'annonce depuis toujours, quand elle hurle dans le désert de sa vie. Je lui dis, je ne comprends pas très bien ce qu'elle dit, mais je sais que cette chambre est ce que j'en attendais. Je parle sans attendre de réponse. Je lui dis que ma mère crie comme elle croit qu'on peut les envoyer de Dieu. Elle crie qu'il ne faut rien attendre, jamais, ni de quelconque personne, ni d'un quelconque état, ni d'un quelconque Dieu. Il me regarde parler, il ne quitte pas des yeux, il me regarde ma bouche quand je parle, je suis nu, me caresse, il m'écoute peut-être pas, je ne sais pas. Je dis que je ne fais pas du malheur dans lequel je suis à une question personnelle. Je lui raconte comment c'était simplement si difficile de manger, de s'habiller, de vivre en somme, rien qu'avec le salaire de ma mère. J'ai de plus en plus de mal à parler. Il dit, comment faisiez-vous? Ben, je lui dis qu'on était dehors, que la misère avait fait s'écrouler le mur de la famille et qu'on s'était tous retrouvés en dehors de la maison, à faire chacun ce qu'on voulait faire. Dévergondés qu'on était. C'est comme ça que je suis ici avec toi. Il est sur moi. Il s'engouffre encore, nous restons ainsi cloués à gémir dans la clameur de la ville encore extérieure. Nous l'entendons encore, puis nous l'entendons plus. Les baisers sur le corps font pleurer, on dirait qu'ils consolent. Dans la famille, je pleure pas. Ce jour-là, dans cette chambre, les larmes consolent du passé et de l'avenir aussi. Je lui dis que de ma mère, une fois, je me séparerai, que même pour ma mère, une fois, j'aurais plus d'amour. Je pleure, il met sa tête sur moi, il pleure de me voir pleurer. Je lui dis que dans mon enfance, le malheur de ma mère a coupé le lieu du rêve. Le malheur de ma mère a occupé le lieu du rêve. Que le rêve, c'était ma mère et jamais les arbres de Noël. Toujours elle seulement, qu'elle soit la mère écorchée vive de la misère, ou qu'elle soit celle dans tous ces états qui parlent dans le désert, qu'elle soit celle qui cherche la nourriture, ou celle qui interminablement raconte ce qui est arrivé à elle. Marie le Grand de Roubaix, elle parle de son innocence, de ses économies, de son espoir. À travers les persiennes, le soir est arrivé, le vacarme a augmenté. Il est plus éclatant, moins sourd. Les lampadaires aux ampoules rougeoyantes se sont allumés.
Nous sommes sortis de la garçonnière. J'ai remis le chapeau d'homme au ruban noir, les souliers d'or, le rouge sombre des lèvres, la robe de soie. J'ai vieilli. Je le sais tout à coup. Il le voit, il dit « T'es fatigué ». Sur le trottoir, la cohue. Elle va dans tous les sens, lente ou vive, elle se fraye des passages. Elle est galeuse comme les chiens abandonnés, elle est aveugle comme les mendiants. C'est une foule de la Chine. Je la revois encore dans les images de la prospérité de maintenant, dans la façon qu'ils ont de marcher ensemble, sans jamais d'impatience, de se trouver dans des cohues comme seuls, sans bonheur, dirait-on, sans tristesse, sans curiosité, en marchant sans avoir l'air d'aller, sans intention d'aller, mais seulement d'avancer ici, plutôt que là, seuls et dans la foule, jamais seuls encore par eux-mêmes, mais toujours seuls dans la foule. Nous allons dans ces restaurants chinois à étages. Ils occupent des immeubles entiers, ils sont grands comme des magasins, des casernes, ils sont ouverts sur la ville par des balcons, des terrasses. Le bruit qui vient de ces immeubles est inconcevable en Europe. C'est celui des commandes hurlées par les serveurs et de même reprisées hurlées par les cuisines. Personne ne parle dans ces restaurants. Sur les étages, il y a des orchestres chinois. Nous allons à l'étage le plus calme, celui des Européens. Les menus sont les mêmes, mais on crie moins. Il y a des ventilateurs et de lourdes tentures contre le bruit. Voilà. Ça touche à sa fin, c'est très bien comme ça. Il ne faut pas faire trop long non plus, on ennuie les gens. Yasmina Reza, c'est une véritable femme de lettres qui écrit des pièces de théâtre, mais également de la prose, qui se fait en général assez rare en interview, puisqu'elle estime qu'elle a tout dit dans ses écrits. Voici une nouvelle qui s'intitule « Nabil Shipman à Serge Otonveil ». Allons-y, roulez jeunesse. Mon mari avait l'habitude de peler les oranges avec ses mains. Avec certains types d'oranges, ça peut se concevoir, lorsque la peau est épaisse et se détache facilement. En revanche, lorsque la peau est fine et adhérente au quartier, comme c'est le cas de la plupart des oranges, en tout cas des plus juteuses, donc des meilleures, personnellement, je m'efforce toujours d'acheter ce genre d'orange. L'attaque de la peau à main nue est une aberration. Un geste de pure quotidienneté se transforme en lutte laide et inutile. Ce geste qu'il faisait quand nous prenions notre petit déjeuner l'entraînait à taper la table avec une sorte de violence régulière. À chaque pelure arrachée, le poing retombait sur le bois. Malgré lui, bien sûr, sans qu'il s'en rende compte particulièrement. Je veux dire imperméable au bruit et à l'effet de secousse, n'ayant jamais à l'esprit que je puisse être dérangé. D'une manière générale, je ne supporte pas les gens qui tapent sur les tables, Serge. Vous voyez ces gens qui laissent tomber leur avant-bras et le tranchant de la main, soi-disant dans un esprit de clarification, pour préciser ou donner du poids à la pensée, il n'y a rien de plus stupide. J'aime les gens réservés, je veux dire, dont la présence physique est légère, délicate. Mon mari aurait pu, tout en pelant l'orange avec ses mains, suspendre son geste dans l'air, c'est-à-dire contrôler sa manière et la rendre moins brutale, de sorte que je n'aurais eu qu'à m'abstenir de le regarder, et tout au plus de reprocher intérieurement une paresse, un manque d'élégance, de tenue. Mais il s'est cru assez seul, comprenez-vous, pour ne prendre aucun gant, pour réitérer sur la table un choc inqualifiable, dès le lever, et ce pendant des semaines, peut-être des mois, avec des arrêts, car il y a des périodes de bannissement de l'orange, jugée trop acide pour l'estomac, jusqu'au jour où j'ai pris la décision de sursauter à chaque retombée du poing. D'abord discrètement, et puis de moins en moins, et puis du tout discrètement. J'ai sursauté violemment, comme si mon cœur allait lâcher. Une réponse comme un autre, plus fine qu'une insulte, que mon mari a considéré comme 100% agressive. L'aspect muet et outrancier de ma réaction, révélant selon lui la charge globale de haine accumulée à son encontre. Une haine, je le cite, si amèrement contenue qu'elle n'aurait même plus de mots pour s'exprimer. Depuis que mon mari a perdu la tête, j'emploie à dessein cette expression, Serge, puisque la médecine n'a pas su expliquer ni qualifier son isolement mental, je repense au drame de l'orange avec une certaine nostalgie. Je nous revois tous les deux en pyjama dans la cuisine, devant le courrier étalé, les factures, le courrier de l'université, les embêtements de la vie courante. On veut toujours une autre vie, n'est-ce pas? On croit que les choses de la vie ne sont pas la vie. Mon mari, tout le monde le sait, était un grand spécialiste de Spinoza. Depuis que son esprit a lâché prise, il s'est complètement retourné contre Spinoza. Je dis ça comme une chose importante, bien que je n'ai jamais compris en quoi consistait Spinoza. J'ai toujours dit, mon mari est un grand spécialiste de Spinoza, comme si je savais très bien qui était Spinoza. De même aujourd'hui, je dis, il s'est retourné contre Spinoza, comme si Spinoza était de nos amis.
Je dis, il a pris en grippe Spinoza, et même si j'ai bu, non pas que je bois, je ne suis pas du tout quelqu'un qui boit, mais étant donné la situation, il m'arrive de me laisser aller un petit peu en société, je dis, il ne peut plus saquer Spinoza. Je dis, toute sa vie, il a commenté Spinoza, et maintenant, il ne peut plus le saquer. Et quand je dis, il ne peut plus le saquer, il m'arrive en un éclair de comprendre pourquoi, c'est-à-dire par rebond, de comprendre qui est Spinoza. Un garçon, au bout du compte, sans état d'âme, qui organisait des combats d'araignées et de mouches pour voir à quoi ça ressemblait la vie. Un garçon caduque, dès lors que nous tombons dans la faiblesse humaine, l'épuisement, le triste, la maladie. Alors je pense, avec beaucoup d'arrogance, vous allez me dire, mais je m'en fiche, que j'ai bien fait de me tenir en dehors, dessous ces soi-disant cerveaux qui ont régenté la vie de mon mari. Toute la vie, mon mari s'est passionné pour des soi-disant cerveaux qu'il abandonne au moment crucial, qu'il abandonne et le laisse dans une solitude terrible. Mon mari est assis dans un fauteuil sans pouvoir se lever. Mon mari déraille. Mon mari est en grand désarroi, un homme encore jeune, déserté par ceux à qui il a consacré, pour ainsi dire, tout son temps, comme font les hommes, Serge, qui s'engloutissent dans leurs fonctions, ne savent pas que le temps passe. Mon mari ne savait pas du tout que le temps passait. Ce matin, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai été acheter un bouquet de renoncules. Puis pensant que j'avais pas de vase transparent, je suis rentré dans un magasin de décoration et j'ai acheté une aiguière. Et aussi une bougie parfumée au tilleul et un petit plateau japonais pour mettre ma théière. Je me suis souvenu d'un livre où une femme achetait un chien pour se guérir d'un chagrin d'amour. Elle se promenait avec le chien dans la ville ensoleillée. Elle montait dans la chambre d'hôtel, allait sur le balcon pour regarder la place ensoleillée et se jetait par-dessus la balustrade. Mais non, je plaisante. Je ne veux pas me jeter par-dessus la balustrade, d'ailleurs j'ai pas de balustrade. Mais enfin, je reviens à la maison avec le renoncule, je coupe les tiges, je mets les fleurs dans l'aiguière sur le bureau où j'écris mes articles. J'allume la bougie au tilleul, tout a l'air propre et gai. Il faut que les choses aient l'air propre et gai dans une maison où brûle gentiment une bougie parfumée, il n'y a pas de place pour la tragédie. Je vois bien que c'est une heure de ne pas travailler le vendredi, Serge. Si j'ai surmonté le vendredi en achetant un plateau japonais et une bougie au tilleul, il me reste encore le samedi et le dimanche. La main de mon mari pend au bout de la coudoir du fauteuil. Il faudrait comprendre pourquoi ça m'importe. On a l'impression qu'il la laisse pendre à dessein pour se montrer lamentable et foutu. Je ne peux m'empêcher de voir dans cette mollesse un acte hostile, un genre de rébellion contre le sort. Mon mari n'a jamais hésité à s'autodétruire. Peut-on parler d'un goût masculin pour l'autodestruction ? J'ai un collègue qui fait semblant de s'évanouir devant les enfants quand les choses vont mal avec sa femme. Il fait de fausses syncopes dans la cuisine, il s'écroule dans les casseroles. Plus personne n'y croit, mais il continue à le faire. Il continue à le faire d'autant plus que personne n'y croit. Mon mari laisse sa mâchoire de façon flétrie et inerte. Avant, je ne remarquais pas que sa main était flétrie. On dirait qu'il se délecte à se montrer vieux. Devant vous, il se tient. Il ne laisse pas sa main pendre au bout de la coudoir. Devant le médecin aussi, il s'anime. Ces gens ne voient jamais les malades comme ils sont. Les malades se tiennent devant eux. Je veux dire, non pas par noblesse ou par orgueil ou même courage, au contraire. Ils se tiennent par faiblesse. Ils veulent être rassurés. Ils veulent tamiser le diagnostic. Le maître de mon mari a étranglé sa femme. Lui se contente de laisser sa mâchoire au bout de la coudoir, de façon lamentable et flétrie. Mon mari n'a pas de radicalité, c'est un disciple. La génération de mon mari a été écrasée par les maîtres. Ce matin, j'ai dit à notre fils, ton père présente les signes du plus complet désœuvrement, papa garde un dépôt vide de la SNCF. Tel est le visage que mon mari affiche en ma présence. Je dis bien en ma présence, je ne pense pas que le même personnage lui serve dans d'autres compagnies. Les hommes jouent à être ce qu'ils sont, aussi bien dans la vie courante que dans la maladie. Au début, mon mari était contre les médicaments, aujourd'hui il en raffole. Au début contre la pharmacie, aujourd'hui pour les médicaments, épouvantablement pour. Aucune ligne de conduite, aucune tenue dans l'aide. Pendant des années, nous avions Spinoza, Aujourd'hui, exaltation diverse, drogue et main molle. La folie n'excuse pas tout. La vie conjugale nous a tués comme elle tue beaucoup de gens. C'est pas la philosophie, croyez-moi, qui vous donne un coup de main dans la vie conjugale. D'ailleurs, je ne vois rien qui puisse vous sortir la tête de cette embarcation, surtout pas la philosophie qui, en gros, sous des allures plus ou moins provocantes, s'est toujours attachée à calmer les esprits, à réduire la bête sauvage, notre meilleure part. Je suis une grande fan des Spartiates, voyez-vous, Serge, des gens qui n'ont jamais donné la moindre chance à la famille, à l'hébétude de la vie sentimentale, des gens qui se débarrassent des nouveau-nés d'une forme en les jetant du haut des falaises. Les Spartiates sont pour moi la crème du genre humain. Je vous sens perplexe et un peu affolé. Vous vous dites, le mari débloque, mais sa femme aussi. Je ne débloque pas et je le regrette. Il doit y avoir quelque chose d'apaisant à être fêlé, ou à pouvoir alterner le fêlé et le normal, comme le maître de mon mari qui demandait à se faire enfermer à la moindre contrariété. Il avait trouvé un rythme de vie.
C'est bête qu'il ait tué sa femme. On maintient un certain cap, puis on finit par déraper. On maintient un certain cap contre l'impuissance, contre le chaos. Et un bon jour, on fout tout en l'air. C'est dommage. Et merveilleux, parce que est-ce qu'on ne veut pas, au fond, que quelque chose arrive? Un chavirement, un naufrage, n'importe quelle explosion qui nous dégage de l'accablement domestique. J'ai aimé mon mari pendant un temps. J'ai sincèrement aimé ce garçon brillant, fringant, avec son cartable de cour, tout à son sujet. Oh, quelle erreur de mettre l'amour au centre du mariage. Amour et mariage n'ont rien à voir, ils n'ont rien à voir. Les sentiments entre un homme et une femme ne peuvent que s'engloutir dans ce dispositif. Alors avant de vous quitter sur une pensée qui peut paraître très négative, même si très réaliste, avec Yasmina Reza, je vais vous faire un petit truc où une tata est avec sa petite fille. Vous allez voir, ça va vous détendre. Tout le monde respire, tout va bien. C'est pas très gai, vous savez, le décibel. Je n'allais pas vous parler des amplificateurs, ni de la musique rock'n'roll, ce que je ferai certainement un jour, mais pour le moment, on n'en est pas là. Il me fallait illustrer donc ce propos avec des textes qui forcément retentissaient et faisaient du bruit aussi bien dehors que dedans. Voici donc Doria. Doria, qui aura bientôt 3 ans, dort chez moi. Elle n'est encore au courant de rien. Je veux dire rien d'effectif, car il y a un petit frère qui doit arriver, et c'est un sujet qu'on ne... Je suis couché dans son lit à barreaux, dont tout un côté est retiré, car c'est une grande fille à présent. Je raconte une histoire. Quand je ferme le livre, elle dit « Encore une ?» Je dis « Tu exagères, on en a déjà eu plein dans le salon. » Elle dit « La dernière, elle est rodée. » Elle est rodée, c'est entre parenthèses, c'est le gosse qui parle. J'entame Caroline à la ferme quand subitement le sommier s'effondre et elle avec. Aucun mal, mais elle pleure, je la console. Tu sais dormir dans un grand lit? Il y a aussi un grand lit dans la chambre où nous sommes. Elle fait le nom de la tête, elle est terrifiée. Je lui vends l'idée d'une merveilleuse cabane au sol, sur son matelas avec tous ses amis, je la convainc. Je déplace tant bien que mal le lit cassé, nous nous installons, avec Doudou, les 2 autres éléphants, d'autres types et 2 tétines qui servent à rien mais qui doivent être là. Plié en 12 pour qu'elle voie les images, je reprends Caroline à la ferme. Fier de ma gestion, je la quitte en laissant la porte entrouverte sur le couloir allumé. Je l'entends jouer et chantonner pendant une bonne demi-heure. Je retourne dans sa chambre, elle dort comme un ange. Quand je vais me coucher quelques heures plus tard, j'éteins bien sûr le couloir qui nous sépare. À 1h45, j'entends des pleurs. Elle est assise sur son matelas et se calme à mon arrivée. Je comprends assez vite qu'elle ne veut pas être dans le noir. Elle a normalement une petite lampe de nuit qui l'accompagne, mais sa mère avait oublié de la mettre dans son sac. Je m'étais dit qu'elle n'avait sans doute plus besoin. Je la câline, la rassure, et la laisse avec la porte de la salle de bain éclairée entrouverte. Je reprends la fin de l'homme rouge pour me rendormir. Je perçois à nouveau des pleurs. Je retourne dans sa chambre. Moi déjà, j'ai donné un tempestin. Nous discutons, je plaisante. Nous discutons de la nuit, du lendemain où elle retrouvera ses parents. Je ne dis rien du frère. Elle se tourne pour dormir, je caresse son front et je m'en vais avec son accord. Elle geint dès que je suis dans le couloir. Je me dis, recommençons le rituel à zéro. Veux-tu que je te lise une petite histoire? Oui. Je saisis, madame, je sais tout, livre souple et court, erreur! Madame, je sais tout, la galvanise, elle s'est redressée, elle répète, elle anticipe les mots, elle veut revenir sur les pages en arrière, me montre des détails d'images, bref, elle est réveillée comme jamais. Après 2 et 3 va-et-vient fructueux entre sa chambre et la mienne, veux-tu dormir avec moi? Oui. Déménagement, Doudou, les éléphants, le phoque, les tétines. Je reprends Svetlana Alexievitch, je dis Lilou, c'est mon nom de grand-mère, dois lire un petit peu, et toi tu fais dodo. Elle me laisse lire en nichant ses amis, j'éteins, pleure. Ah bah oui, pas le noir. La lampe de sa table de nuit est trop violente, j'en trouve une autre dans l'appartement plus petite que je branche à ses pieds. Il est 3h30. Nous sommes enfin sur la voie du repos quand soudain, il est verré dans mon lit. Que dis-tu? Il est verré dans mon lit. Elle veut retourner dans son lit. Je la ramène, la sermène. Maintenant, dodo. Lilou a des répétitions demain, doit être en forme, et toi aussi tu es en forme. Tu es bien, tes amis te protègent, tu as de la lumière. Si tu pleures, je ne reviendrai pas. Elle s'endort. Moi aussi, finalement, avec un octamide et quelques pages de perestroïka. Il fait jour, un jour encore frêle. Quelqu'un joue une œuvre contemporaine pour clavier dans un rêve, ça dure. C'est chez moi. Je regarde l'heure, il est 7h05. Elle est gentille. Elle n'est pas venue me réveiller. Elle a préféré se mettre directement au piano. Bien. Merci pour votre écoute. Merci.
Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? D'abord, je voudrais remercier Pierre à la caméra, l'ami Thierry qui n'est pas là au son, et Gilles, bien sûr, pour avoir organisé tout ceci, ainsi que tous ceux qui participent à l'association Sous les couvertures. Ce spectacle, normalement, cette lecture, excusez-moi, parce que les applaudissements, on s'y croit, cette lecture a été enregistrée et devrait peut-être se trouver sur les réseaux sociaux, YouTube. Je pense que l'association sera en mesure de me donner les coordonnées et de me dire exactement sous quelle forme ça se présente, si vous voulez voir, faire participer à vos amis, etc. Je vous remercie encore et je vous souhaite un bon dimanche avec l'association. Au revoir.